vais allumer cette bougie. Et voilà, on peut commencer. Alors Marc, je te remercie d'avoir déjà accepté cette invitation à venir à l'antenne. Avec grand plaisir. Et je vais raconter en quelques mots comment on s'est rencontrés ou comment est venue de mon côté l'idée et l'envie d'inviter Marc pour cette rencontre. Ça fait maintenant quelques années qu'on propose ces grands entretiens et voilà, j'aime recevoir des personnes qui me touchent et qui ont un message à apporter sur les questions qui nous concernent, sur les questions LGBT, mais aussi sur les questions de spiritualité. Et j'ai entendu parler de Marc depuis des années, en le connaissant, son parcours en tant que romancier, mais aussi sachant qu'il est théologien et qu'il a fait des études de théologie et qu'à un moment, il pensait devenir pasteur. Et pendant des années, je me suis dit, un jour, il faudrait l'inviter. Et ça ne s'est pas fait. Et l'année dernière, je parlais avec un ami très cher à moi, Olivier Facio, qui m'a dit, il faut que tu rencontres Marc. Et d'habitude, quand Olivier me dit quelque chose, je l'écoute, parce qu'il a souvent raison, en fait. Alors j'ai écrit à Marc et je lui ai dit, il faut qu'on se rencontre. Olivier a dit que... Et voilà, on s'est rencontrés. J'ai proposé à Marc de faire cet entretien un peu différent de ce qu'il fait d'habitude, c'est-à-dire de partir vraiment à la découverte de son parcours de vie aussi, et de passer un moment, de cheminer vraiment avec nous. Et puis oui, d'explorer un peu toutes ces questions qui touchent aussi à l'intime dans la vie de Marc, la foi, l'identité, les renoncements qu'il a pu y avoir, l'écriture, la liberté d'être soi. Et c'est vrai que Marc est un auteur reconnu, mais son itinéraire a été aussi celui de nombreuses bifurcations. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et j'ai construit cet entretien en 4 tableaux. Le premier, on l'a appelé « Racines et itinéraire de Versoix à Grillon ». On va parler des débuts, son enfance, sa jeunesse, voilà, qui il est. Le deuxième tableau s'appelle « Appel et renoncement, vocation, foi et homosexualité ». Le troisième, polar, fiction ou écriture du réel. Parler un petit peu de l'importance de l'écriture pour Marc. Et le quatrième, chemin d'avenir, foi, transmission et quête de vérité. Où va-t-on? Où est-ce que Marc va? Allez. C'est une bonne question. Donc voilà, je pense qu'on peut y aller. Je ne sais pas si tu veux dire un ou deux mots ou je me lance. Bonsoir à tout le monde. Merci d'être là. Effectivement, merci d'avoir bravé la pluie. Et puis, je suis très content d'avoir été invité pour venir parler ce soir, pour échanger avec Adriane. On a déjà pas mal échangé. Et puis, je suis très heureux de pouvoir passer cette soirée avec vous et puis aussi après d'avoir un temps d'échange. Et vraiment, je suis toujours très ouvert aux questions. Et puis, c'est vrai que quand tu viens de parler un petit peu du programme, on a de quoi discuter. On a de quoi discuter. Alors, pour commencer au début, Marc, toi, tu es né pas loin d'ici, tu es né à Versoix, donc d'un père allemand et d'une mère suédoise, donc un foyer plurilingue. À quoi ressemblait un peu ton enfance? Alors, effectivement, mon enfance à Versoix, ça fait du coup 52 ans que je suis né à Chêne-Bougerie. Et puis mes parents habitaient déjà à Versoix. Ils habitent quasiment dans le même appartement, parce qu'ils ont juste changé d'immeuble quand j'avais 2 ans. Mais en fait, ils sont encore toujours à Versoix, au même endroit où j'ai passé toute mon enfance, un très chouette quartier. La Suède a toujours été très importante pour moi aussi, parce que c'était en fait notre deuxième maison. On a la chance d'avoir une maison en Suède, sur l'île de Gotland. Donc c'est pas pour rien qu'un de mes polars se passe là-bas. Enfin, peut-être qu'on reviendra sur la question des polars après. Donc la Suède qui est pour moi un pays de cœur aussi, c'est ma langue maternelle. Et puis Versoix finalement, ça a été beaucoup de foot dès le départ, d'abord en bas de chez nous dans le quartier, après au FC Versoix. Et puis ce foot a été pendant toute mon enfance et mon adolescence un des éléments les plus importants avec la paroisse de Versoix. Et, je passais mon temps en fait entre les terrains de foot et puis le temple, on va dire. Et puis pendant ton enfance, est-ce que les livres ont joué un rôle déjà dans ton enfance? Oui, dans la mesure où ma mère m'a toujours beaucoup lu de livres avant même que je sache lire. En suédois par ailleurs, donc la littérature enfantine suédoise n'a pas de secret pour moi.
Après, voilà, chez nous, on connaît Astrid Lindgren, mais il y en a des tas d'autres. Et je pense que ma mère a été d'une grande influence en fait dans mon parcours littéraire, que ce soit finalement en tant que lecteur, et puis après finalement j'en suis venu à l'écriture, mais je pense que c'est elle qui m'a donné le goût de la lecture quand j'étais enfant. Et puis quand j'étais ado, elle a gentiment commencé à me passer des romans policiers suédois, et je pense que voilà, je sais d'où ça vient. Mais par contre, à ce moment, tu n'avais pas du tout l'intention ou le projet de devenir écrivain? Non, pas du tout. En fait, d'ailleurs, j'ai jamais eu l'intention de devenir écrivain avant que je commence à écrire les premières lignes de mon premier roman. Jamais je m'avais imaginé que j'allais écrire. D'autant plus que à l'école, le français était de loin pas ma branche préférée. Je crois que j'avais une hantise quand on avait des dissertations à faire, ou même avant des dictées. En général, je recevais les retours de dictées avec plein de rouge un peu partout. Et je n'étais pas forcément ni très bon en français, ni très motivé à écrire. Et je n'ai jamais écrit quoi que ce soit de manière personnelle. Je n'ai jamais tenu un carnet de bord où je notais mes pensées, etc. Ce n'était pas du tout mon truc. Je pense qu'au tout départ, mon envie, c'était de devenir joueur de foot professionnel. Ça, c'est le côté allemand. Mon père était fan du Bayern de Munich, je le suis toujours. On a été voir des matchs là-bas. On allait, à mon adolescence, avec mon père, on allait au Charmy, je pense, toutes les 2 semaines. Après, on allait aussi faire le tour de Suisse pour suivre le FC Servette. Donc pour moi, le foot, c'était vraiment un peu le centre. Jusqu'à l'âge de 12 ans, où j'ai rencontré un certain pasteur à Versoix qui a aussi été peut-être une des premières bifurcations dont tu évoquais tout à l'heure. Et là, ce pasteur, c'était une église réformée? Oui, c'est la paroisse protestante de Versoix. Et il y a un jeune pasteur français, une trentaine d'années, qui débarque, Bruno Miquel. Et puis du coup, en fait, j'allais déjà au catéchisme, et puis c'était le début du cycle, ou la 6e, je ne sais plus, mais je devais avoir 11-12 ans. Et puis on avait tous les vendredis soirs un cours de catéchisme à la paroisse, que j'aimais beaucoup parce que c'était tout sauf classique. Je sais pas, une fois, il prenait un dessin de Mordillo, et puis on partait du dessin de Mordillo pour parler de la vie, pour parler de la foi, pour parler de plein de choses. On est devenus très, très proches. Je passais tout mon temps à la paroisse, souvent chez lui. Je m'occupais de ses enfants quand ils sont nés. Mais avant ça, je me souviens quand j'avais mon vélomoteur à 14 ans, et puis je sortais le samedi soir avec mes potes, je savais qu'il écrivait sa prédication à partir de minuit le samedi soir pour le dimanche matin. Donc souvent en rentrant de boîte ou comme ça, je m'arrêtais à la paroisse, j'allais le voir, je le dérangeais dans sa préparation, et puis on parlait, mais des fois jusqu'à 2-3 heures du matin. Donc il me parlait de son métier, il me parlait de la foi, on parlait de plein de choses. Et en fait, je pense qu'au fil du temps, c'est ça qui m'a motivé de dire que je voulais devenir pasteur. Quoique, je ne sais plus dans quel ordre exactement c'était, parce que je crois que j'ai décidé que je voulais devenir pasteur même avant que j'aie mon vélomoteur. Ça s'est sans doute renforcé après, mais c'était vraiment une décision c'était très tôt. Parce que justement, après, après l'école secondaire, tu as fait des études de théologie à l'Université de Genève. Donc à ce moment-là, tu avais déjà choisi de faire ces études de théologie dans l'objectif de devenir pasteur. Oui. Vraiment, depuis là, alors 12 ans, l'idée m'est venue. Je pense que ça s'est confirmé lors de mon adolescence, mais en fait, j'avais après qu'une optique, c'était de faire le plus possible le collège pour aller faire de la théologie. Après, j'avais aussi un peu quand même quelque chose de qui tenir au niveau familial, puisqu'en Suède, mon grand-père était évêque dans l'église luthérienne. C'était quelqu'un d'assez impressionnant, surtout quand il était dans sa tenue d'apparat. Parce que dans l'église luthérienne, ils ont quand même gardé déjà la hiérarchie dans l'église, mais aussi la tenue, etc. J'ai une photo d'ailleurs à la maison. Je dois avoir peut-être 3 ans. J'ai comme ça, et puis je suis à côté de lui, il a sa tiare, la crosse, la grande robe, etc. C'était assez impressionnant. Et puis, donc voilà, j'avais de qui tenir aussi au niveau familial. J'avance un peu dans le temps, mais quand il est décédé, j'ai eu une discussion après avec ma grand-mère,
Puis au moment où elle était au courant que j'étais homosexuel, elle m'a dit « Mais tu sais, ton grand-père a été le premier dans l'église luthérienne suédoise dans les années 70 à militer pour qu'il puisse y avoir des pasteurs homosexuels. » Je n'avais jamais entendu parler, je n'ai jamais parlé de ça avec lui. Et puis ma grand-mère m'apprend ça quand elle a 90 ans. Donc voilà, ça m'a aussi fait réfléchir et puis m'a fait redécouvrir peut-être mon grand-père aussi sous un autre regard. Oui, bon après on va parler par la suite aussi de tout ton parcours au niveau de l'homosexualité justement et de quelle manière est-ce que ça a pu orienter après tes choix de vie aussi. Mais déjà donc dans cette période, tu fais tes études de théologie. Déjà, comment ça se passe? Comment tu vis ce temps à l'université ici? Alors c'est vrai que j'ai commencé quasiment tout de suite après la matu. En fait, j'ai passé la matu, j'ai eu mes vacances d'été, puis j'ai commencé mes études. Je n'ai pas pris d'année sabbatique, quoi que ce soit, parce que j'étais pressé d'aller faire ces études de théologie. Après, assez rapidement, avec une amie qui s'était aussi finalement inscrite en théologie de Versoix, on s'est dit, tiens, on va prendre un appartement ensemble, à la Jonction, c'était. Et puis du coup, je crois que j'avais 22 ans, il faut que je compte. 73 plus 22, 95, non, 25 ans. Non, j'avais déjà commencé la théologie, 22, 23 ans, bref. Et puis à ce moment-là, vu qu'on avait un appartement, il fallait subvenir aussi à mes propres besoins. Et j'étais engagé comme co-responsable du foyer George Williams aux Unions chrétiennes à Genève. Donc c'était un foyer d'étudiants avec une centaine de chambres. C'est comme ça que je suis rentré dans les Unions chrétiennes où pendant presque 4 ans de mes études, je travaillais à mi-temps dans ce foyer George Williams et puis je partageais mon temps entre ce travail-là et les études. Et c'est après que tu as été engagé comme secrétaire général des Unions chrétiennes? Exactement. C'est vrai qu'à la fin de mes études, ils m'ont proposé de rester comme secrétaire général, ce que j'ai trouvé super intéressant dans ce centre où hôtel, restaurant, théâtre, foyer d'étudiants, différentes activités. On a monté des pièces de théâtre, on a fait des trucs assez géniaux. Et puis, je trouvais intéressant aussi le côté finalement de devoir gérer toute une équipe, gérer des infrastructures, des immeubles. Enfin, j'ai énormément appris aussi pendant cette période. Et puis, du coup, je me dis, je vais faire ça. Et puis, à un moment donné, je ferai mon stage de pasteur. Et puis, je deviendrai pasteur. D'ailleurs, même pendant cette période de Union chrétienne, j'étais très lié aussi à l'Église, parce que je collaborais avec le centre de catéchèse, avec la GEG. Il m'avait même intégré à la compagnie des pasteurs. Donc voilà, j'étais très impliqué finalement à ce moment-là dans l'Église après mes études. Après, on parlera de comment et pourquoi tu as finalement bifurqué, tu as renoncé au pastorat, mais tu as eu différentes vies. Je veux dire, tu as aussi travaillé dans la banque, tu as travaillé dans la pharma, et puis moi je me retrouve aussi un petit peu dans ces parcours pluridisciplinaires où des fois on me disait que j'étais un petit peu un touche-à-tout, mais parce que je cherchais ma voie. Et quand on a préparé l'entretien à Morges au printemps dernier, tu m'as dit qu'avant d'écrire, tu avais le sentiment qu'il te manquait quelque chose et que tu ne t'es jamais senti totalement adéquat dans les environnements dans lesquels tu évoluais. Et moi, ça me fait penser un petit peu à mon parcours parce que je sais que j'ai essayé beaucoup de choses, mais à un moment, tout ça a fait sens vers quelque chose qui est devenu une vocation, pas seulement la vocation d'un ministère, mais une vocation de vie où je me suis trouvé, mais j'ai dû vraiment bifurquer. Et en fait, moi, la question, c'est est-ce que tout ce temps, tu cherchais ta place ou est-ce qu'il y avait une suite logique à tous ces... Non, je pense qu'il y a une suite logique. Et puis, je ne dirais pas que je n'étais pas adéquat. Parce qu'honnêtement, mes 8 ans à la Banque cantonale de Genève, j'ai adoré ça. Je me sentais comme un poisson dans l'eau, dans le domaine pharmaceutique aussi. Donc en fait, non, j'étais bien dans ces métiers. Mais ce manque, il était à un autre niveau. Je me disais, mais tiens, j'avais commencé à jouer du piano, après j'ai arrêté. Je faisais du foot, après j'en faisais plus parce que mes genoux c'était plus très bien, mais j'ai l'impression qu'il manquait quelque chose sur le plan plus créatif.
Dans mes métiers, j'ai eu la chance de pouvoir être créatif dans le cadre de ces métiers-là, mais c'était créatif pour d'autres, pour des sujets qui n'étaient pas les miens. Donc je me disais, mais voilà, moi, je ne sais pas peindre, je ne sais pas faire de la sculpture, je chante mal, la musique j'ai arrêté. Et puis c'est plutôt sur ce côté créatif, je pense, que j'avais l'impression qu'il y avait peut-être un manque à combler. Je ne savais pas comment d'ailleurs. Mais ça peut nous amener à passer au deuxième tableau, à la deuxième partie, qui est justement l'appel et le renoncement. À quel moment, justement, dans ce parcours qui était tout tracé, où tu avais intégré d'ailleurs la Compagnie des Pasteurs, tu étais intégré dans ce milieu protestant réformé à Genève, qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment est-ce que tu as senti que quelque chose n'allait pas dans cette voie qui était tracée? Alors, je crois que c'était en 98. J'ai un peu des problèmes avec ces dates, visiblement. Je crois que c'était en 98. Les Unions chrétiennes avaient fêté leur 150e anniversaire. Donc, on était en train de préparer avec le comité de très grandes festivités. Il y avait un culte qui était prévu à la cathédrale. Il y avait une énorme soirée repas où étaient invités les conseillers d'État, etc. C'est vrai qu'en plus de ça, les Unions chrétiennes, c'était extrêmement présent jusque dans les années 70, 80, et puis beaucoup de gens aussi bien placés dans différentes fonctions à Genève ont eu fait partie des Unions chrétiennes. Donc en fait, il y avait un peu un rassemblement de tous ces gens qui avaient été aux cadets, parce que c'était surtout les cadets à l'époque, et c'était un gros événement qui était relayé par la presse, machin, etc. Et c'est quelque part, j'étais le visage à ce moment-là du renouveau des Unions chrétiennes, le secrétaire général. Donc j'ai eu droit à une grande photo dans la tribune à ce moment-là. Il y avait eu un changement de présidence où on n'était plus tout à fait sur la même longueur, donc je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce n'est pas intéressant. Mais quoi qu'il en soit, quelques semaines avant ces festivités, alors que je venais d'apparaître dans le journal, le comité a appris que j'étais homosexuel. Et puis, du coup, j'ai été convoqué pour une sorte de séance de crise pour discuter. Et puis, à ce moment-là, on m'a dit que je devais surtout taire cela pendant les festivités. Il ne fallait pas que ça sorte, qu'on reparlerait ensuite, après les festivités, de la situation. Et puis, que mon compagnon de l'époque ne devait pas venir à la soirée et ne pas se montrer lors des manifestations prévues pour le 150e parce que, quelque part, pour eux, ce n'était pas une image adéquate à donner pour quelqu'un qui est responsable ou la figure de proue d'une organisation chrétienne. Alors voilà, c'est un peu une douche froide. Je devais prêcher à la cathédrale, finalement, ce n'est pas moi qui ai prêché. Je crois que j'ai eu le droit de lire un texte, si je me souviens bien. Et puis après, quand les festivités sont passées, on a de nouveau eu une discussion. Et puis, ils m'ont dit de réfléchir à la suite. J'avais 3-4 jours pour réfléchir. Soit je démissionnais, pour dire que j'avais fait mon job et puis qu'après les festivités, ça serait bien que je me réoriente vers autre chose, ou alors ils me licenciaient. Et puis je ne suis jamais retourné. 3 jours après, j'ai envoyé un avocat et puis après je me suis retrouvé en fait dans une situation où je me dis tiens, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Du coup, il y a eu quelques mois un peu de réflexion. J'ai eu bien sûr aussi plein de gens qui m'ont soutenu. Et puis à l'époque, la question de l'homosexualité dans l'Église protestante n'était pas tout à fait réglée. Il y avait des bribes de discussion, il y avait une certaine ouverture, mais il n'y avait pas de prise de position très claire. Et du coup, je me dis, bon, pour l'instant, peut-être que ma place n'est pas là. Pourquoi pas tenter ma chance ailleurs? J'ai postulé dans plein de trucs différents. Et puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui m'a proposé 6 mois de stage à la Banque cantonale de Genève dans les ressources humaines. Puis finalement, ça m'a plu, j'y suis resté 8 ans. Donc voilà, c'était une deuxième bifurcation assez importante dans mon parcours. Mais j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu plus sur la prise de conscience de ton homosexualité. On peut dire, c'est pas toi qui me l'as dit, mais peut-être tu me dis si je me trompe, je le dirais comme ça, qu'il y a eu
là un premier coming out, mais qui était très discret, et après on parlera plus tard d'un coming out public. Mais à ce stade-là, qu'est-ce qu'il y a? À un moment, tu as été fiancé à une femme pendant 3 ans, et ensuite... Que j'avais rencontré au foyer d'étudiants d'ailleurs. Et comment s'est passée cette phase de découverte de ton homosexualité, et comment est-ce que tu l'as vécue? Alors je pense que dans les faits, je l'ai toujours su. Ça n'a pas été une découverte à 28 ans, comme ça, du jour au lendemain. Je l'ai toujours su. Mais je pense que j'avais en tête l'idée que je voulais devenir pasteur. Du coup, il fallait que je corresponde à ce que j'imaginais qu'on attendait de moi, à savoir avoir une famille, des enfants. Puis en même temps, je pense même que j'avais envie d'avoir des enfants à ce moment-là. Du coup, j'ai l'impression que je devais suivre cette voie. J'ai rencontré une jeune femme au foyer d'étudiants qui était super sympa, avec qui je m'entendais super bien humainement. Mais bon, j'ai quand même après un moment remarqué que ça jouait pas. Et puis on allait jusqu'à se fiancer, puis là tout d'un coup j'ai un déclic où je me dis mais là je suis dans le faux, je peux pas continuer comme ça. Et jusque-là j'avais vraiment un peu occulté ce côté de l'homosexualité en disant bah voilà, c'est peut-être des fantasmes, c'est pas la réalité, ou j'essaie de me convaincre que je pouvais suivre la voie qu'on considérait comme normale, tu vois. Et puis c'est là que je me dis non mais ça va pas. Et du coup effectivement j'ai pas fait de coming out, je n'ai pas parlé tout de suite à mes parents, j'ai parlé à quelques personnes très proches. Et puis quand j'étais aux Unions chrétiennes, c'était un peu les débuts pour moi de la découverte de vivre en tant qu'homosexuel. Et je réalise, c'est vrai, au niveau chronologique, nos histoires sont calées un petit peu l'une sur l'autre, parce que toi, tu m'as dit que tu as commencé aussi à ce moment à sortir un peu plus dans le milieu gay au début des années 2000. Et moi, c'est vraiment vers aussi 2000-2002 que j'ai gentiment commencé à faire mon coming out. Et tu fréquentais d'ailleurs certains lieux que je connaissais bien, comme ce bar gay mythique, ultra kitsch, le Déclic, que certains connaissent. Et les premiers mois, la première année, moi, j'y allais honteux, la tête baissée, je me faufilais à l'intérieur, je me posais au bar, et puis je parlais à personne, sauf au barman pendant 2 heures, et je me faisais offrir des cocktails, et puis je rentrais, voilà. Mais c'était toute cette phase qui était difficile au début de découverte de son homosexualité, où c'est difficile de l'assumer, où on est encore dans cette phase de transition. Et je ne sais pas si toi, c'est quelque chose que tu as aussi connu. Oui, forcément. Je me souviens cette espèce de couloir qui menait à la porte du Déclic. Où, voilà, au début, je regardais effectivement, est-ce que je vais croiser quelqu'un que je connais juste à côté donc il y avait un côté très discret, mais c'est vrai que pour moi, il y a vraiment un côté d'exploration, de découverte, de rencontrer d'autres personnes homosexuelles, parce que finalement, jusqu'à ce moment-là, je ne l'avais pas fait. Enfin, pas directement, pas ouvertement. Donc c'était pour moi une phase qui était importante. Puis j'avais presque ce côté de me dire, mais finalement, j'ai du temps à rattraper. Et c'était une phase importante. Mais du coup, je le vivais très discrètement en parallèle à mon autre vie, quelque part. Donc là, il y avait un peu quand même pendant cette période-là, une dissociation, je dirais, entre ces deux aspects de ma vie. Mais j'ai trouvé un ancien article de toi, enfin sur toi, où j'ai vu que tu pourrais t'en inspirer pour un roman, parce que j'ai vu que tu as vécu une agression homophobe où tu t'es fait planter un couteau dans un bar. Oui. C'était au Déclic. C'était au Déclic. Ouais. On était en train de boire un verre au bar, et puis un groupe de 3-4 jeunes, je crois, qui sont rentrés et puis qui ont commencé à faire du foin, et puis à insulter tout le monde, etc. Ils ont pris à partie quelqu'un qui était à côté de moi. Puis du coup, on était quelques-uns, on les a empoignés, et puis on voulait les pousser vers la sortie. Puis sur le moment, je n'ai pas réalisé, c'est après qu'on les avait foutus dehors, tout d'un coup, je regarde mon jeans qui était complètement rouge, et puis il m'avait planté un couteau dans la cuisse. C'est la seule fois de ma vie que j'ai pris l'ambulance. Et puis effectivement, c'était aussi un moment assez particulier finalement de
de vivre ça. Alors, du coup, je n'étais pas directement la cible de cette personne, mais en fait, on était tous la cible de ces personnes, et de découvrir effectivement qu'il y a cette homophobie. Effectivement, c'était assez marquant. Et il y a aussi un élément dont on n'a pas parlé, et que je sais qu'il est important pour toi, c'est le rapport aussi à la psychanalyse. Et ma question serait, quelle a été l'importance de la psychanalyse aussi dans ce travail d'acceptation de toi? Alors, je pense qu'il a été important. Je dirais, c'est ça qui m'a finalement mené à cette décision de dire je ne peux pas continuer à vivre dans quelque chose de faux. Alors, de base, j'étais intéressé par la psychanalyse, la psychologie, et même dans le métier de pasteur, c'est le côté humain qui pour moi était hyper intéressant. Donc pendant mes études, j'ai beaucoup aussi lu de psychologie. Et puis je me dis, mais je sentais qu'il y avait quelque chose où il fallait que je travaille sur moi. Et puis j'ai fait 2 ans de psychanalyse. Voilà, c'était hyper intéressant. D'ailleurs, ça m'a donné envie de faire la formation de l'Institut Jung, que je n'ai encore pas faite, mais on verra. Mais ça m'a aussi permis, je pense, d'arriver à ce moment-là en me disant, il faut que je vive qui je suis, que je devienne qui je suis, pas devenir quelqu'un d'autre pour sauvegarder des apparences, etc. Et puis après, si on avance un peu plus dans le temps, il y a donc l'acceptation de ton homosexualité, il y a cette bifurcation après l'Église, tu commences à bosser à la Banque cantonale de Genève, et ensuite on a une date, je ne sais plus si je l'ai, est-ce que c'est en 2012 que tu as fait ton voyage autour du monde avec Benjamin? Oui, 2011-12. 2011-12. Ouais. Et c'était un moment important aussi dans ta vie. Oui, c'était un moment assez charnière. Peut-être pour préciser aussi, quand j'ai commencé à la Banque cantonale, j'étais un petit peu échaudé sur le côté que l'employeur soit au courant de mon homosexualité. Donc en fait, du coup, je l'ai pas dit. Et puis pendant plusieurs années, j'ai gardé le secret sur ce que je vivais dans ma vie privée. Après, je pense que ceux qui étaient très proches de moi peut-être s'en doutaient, etc. Mais je n'en ai jamais parlé ouvertement à mes collègues, même assez proches. Je m'étais dit, en fait, la bonne solution, c'est il y a la vie privée, il y a le travail, etc. Simplement, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était quand même compliqué, parce que quand on faisait les fêtes de Noël où les conjoints étaient invités, où mes collègues parlaient de leurs vacances en famille, etc., puis finalement, du coup, je taisais toute une partie de ma vie, finalement. Puis entre-temps, j'avais rencontré Benjamin en 2005, donc ça faisait déjà 6 ans qu'on était ensemble, et puis on s'est dit, tiens, on a envie les deux de partir voyager, et puis on a prévu ce voyage autour du monde, et puis en fait, je crois que j'ai plus ou moins fait mon coming out à la banque quand j'avais mon apéro de départ, parce que du coup, j'ai annoncé qu'on partait voyager avec Benjamin, et puis il y a plein de monde de la banque qui nous ont soutenus, qui nous ont versé de l'argent pour le tour du monde. Puis ça a effectivement été aussi un tournant, je pense, après coup, parce que c'est en rentrant que j'ai commencé à écrire. C'était le fait de tout d'un coup de dire je lâche tout, partir, voyager, découvrir, sans avoir aucune idée de ce que j'allais faire au retour. Donc en fait, c'est fermer une porte et puis ouvrir tout grand une autre en se disant on verra bien, qu'est-ce qu'on va faire au retour. Et puis là, c'est venu sur un coup de tête au retour. Et le vrai coming out public, il viendra après la sortie de ton premier roman. C'est ça. Mais je pense que, comme on en parle justement de ton premier roman, je pense qu'on peut passer à ce troisième tableau où on parle plus de ton écriture. Et peut-être tu peux nous raconter comment est venue l'idée de ce premier roman, du Dragon du Muvran, après ce voyage autour du monde. Alors, peut-être je précise juste encore avant, c'est que donc on est rentré, je crois, au mois de septembre 2012 de ce voyage. Et puis, moi, j'ai recommencé un nouveau travail dans le domaine pharmaceutique au mois de mars.
Et puis là aussi, les deux, on avait beaucoup discuté ensemble de qu'est-ce qu'on voyait dans l'avenir, etc. Et puis on a ensemble décidé que dans notre prochain emploi, on ne cacherait rien. Maintenant, on est vraiment en couple. Et puis si ça plaît pas, ça plaît pas. Mais on avait déjà en fait ensemble cette démarche de dire qu'à partir de maintenant, on va vivre ouvertement en tant que couple et puis pas le cacher. On le cachait déjà pas du tout à la famille, à notre entourage, nos amis, mais aussi dans le milieu professionnel. Donc quand j'ai commencé à la pharmacie, dans le domaine pharmaceutique, je crois que j'en ai parlé, ou je l'avais même marqué dans mon CV, je crois, où j'en ai parlé à l'entretien d'embauche. Donc là, en fait, le voyage a permis aussi, finalement, de se dire, OK, maintenant, si on veut repartir sur quelque chose, on part dans quelque chose où on veut être bien et pas commencer à continuer, en fait, dans cette démarche de séparer les choses. Donc ton travail dans la pharma, c'était après le voyage? Oui, ouais. Mais du coup, alors, on a voyagé, on est revenu, et puis comme on n'avait pas de travail, pas d'appartement, on a choisi de retourner habiter chez mes beaux-parents pendant quelques mois, le temps de retrouver quelque chose. Et il se trouve que mes beaux-parents habitent dans le village de Grillon. Donc on a vécu pendant 6 mois à Grillon. Et en fait, bêtement, je me promenais dans le village, c'était quelques semaines avant Noël, je crois. Et puis tout d'un coup, il y a une idée qui me vient, mais je me dis, mais en fait, c'est un endroit absolument génial pour imaginer un roman policier. C'est un petit village à huis clos, tout le monde connaît tout le monde, on peut imaginer qu'il y a des secrets enfouis, il y a des légendes, il y a un cadre atmosphérique qui est très, très fort avec les montagnes, la neige, les tempêtes, etc. D'ailleurs, ça m'est venu parce que je faisais le parallèle avec l'écrivaine suédoise Camilla Läckberg qui situe tous ses polars dans un petit village de pêcheurs sur la côte ouest suédoise. Et en fait, je me dis, mais c'est exactement les mêmes ingrédients. Puis je me dis, mais si elle écrit des polars dans ce petit village en Suède, pourquoi est-ce que je n'écrirais pas un polar dans ce petit village de montagne? Et en fait, c'est comme ça que j'ai eu le déclic. Et je me promenais dans le village et j'avais la vue sur le temple. Et je me suis dit, il y aura un cadavre sur la table sainte. Alors, je ne savais pas encore qui était ce cadavre, pourquoi, comment il avait atterri là. Mais en fait, c'est vraiment la toute première image que j'ai eue. Et puis, je n'ai pas réussi à dormir de la nuit, ni les nuits suivantes. Et puis, c'est là que j'ai commencé à prendre les notes, en fait, noter mes idées pour ce premier polar. Et puis, quand j'ai commencé à écrire, j'ai eu comment dire ça, il y a quelque chose d'assez particulier qui s'est passé parce que au début, je me dis, tiens, les idées, ça vient. J'ai commencé à construire le polar, j'avais intuitivement, j'en ai lu plein, vu des séries, des films et tout ça, donc j'avais un peu une idée de comment construire une histoire qui tient en haleine, etc. Mais je me suis dit, après, mais maintenant, ça va être compliqué, parce que si je veux raconter mon histoire, il faut l'écrire. Puis j'aimais pas écrire, j'étais pas très bon en français, donc j'ai l'impression que là, j'avais je sais pas, l'Everest à gravir devant moi. Je me dis, mais je vais commencer, je vais jamais réussir. Et ma grande surprise, c'est que quand j'ai commencé à écrire, il y a eu un flux. C'est sorti, j'ai pas arrêté. Ce qui ne veut pas dire que les 50 premières pages étaient très bien écrites, parce que je les ai travaillées, retravaillées, et puis finalement, l'écriture, c'est un exercice qui comme n'importe quelle autre activité, finalement, où il faut s'entraîner pour s'améliorer. Mais par contre, il y a vraiment eu ce côté où les mots sont sortis. Et ça, j'ai trouvé que c'était une expérience vraiment assez géniale. Et j'ai croché, et j'ai quasiment écrit de manière quotidienne pendant 2 ans pour arriver au bout de ce premier polar. Donc les bases sont venues comme ça de manière inspirée pendant 2 ou 3 nuits. Et après, tu as quand même eu 2 ans de travail pour pouvoir... Et aussi pour toi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'à l'origine, l'écriture et le polar, c'était pas forcément pour passer un message que tu le faisais. C'est peut-être que plus tard, que dans notre préparation, un mot qui est revenu souvent, c'est le mot transmission. Et à quel point, aujourd'hui, c'est un élément qui est important pour toi, que tu apportes à travers l'écriture, mais dont tu n'avais pas forcément une conscience lorsque tu as commencé à écrire. Non, parce qu'effectivement, tout est venu très spontanément et très intuitivement.
Et je crois que mon envie au départ, en fait, c'était tout simplement d'écrire une histoire policière, de raconter une histoire de crime, d'enquête, quelque chose d'haletant, parce que finalement, c'est ce que j'aimais en tant que lecteur aussi. Et effectivement, je n'avais jamais imaginé que j'avais envie de transmettre ou que je pouvais transmettre quelque chose au travers de ce que j'étais en train de faire. Après, je me suis aussi vite rendu compte que le terreau dans lequel j'ai imaginé cette histoire était quand même le terreau qui était lié à ma formation de base de théologien. Rien qu'avec cette première idée de cadavre dans le temple, ben voilà, ça m'a mené sur plein de voies avec un tueur qui sème des versets bibliques sur les cadavres qu'il laisse dans la région, avec une femme pasteur qui joue un rôle important, etc. Puis finalement, c'est en cours d'écriture que je me suis rendu compte que j'étais en train de quand même traiter de certains sujets qui me semblaient importants. Parce que finalement, au fond du fond, ça parle de quoi? Ça parle aussi de quelqu'un qui abuse des textes bibliques pour leur faire dire ce qu'il a envie de leur faire dire. Là, c'est un individu qui le fait, mais je veux dire, ça, on le connaît tous, hein, ça, tous les extrémismes qui utilisent finalement des textes pour simplement renforcer leurs propres croyances et qui ne prennent pas de distance suffisante par rapport à tout ça. Mais ça, je m'en suis rendu compte en écrivant. Puis après aussi les personnages, effectivement. Mais comme les personnages, il y a un certain nombre de tes personnages, dont le personnage principal, qui sont homosexuels, mais c'est un non-sujet. Alors, est-ce que c'est un choix qui est politique ou qui est narratif à l'origine? Les deux. En fait, les choses se sont passées comme ça. J'ai eu l'idée de l'intrigue, le crime qui était commis, de l'intrigue, le lieu, etc. Et puis à un moment donné, je me dis, OK, maintenant il me faut quand même des enquêteurs qui doivent être un ou des enquêteurs qui doivent être les personnages principaux pour porter l'histoire. Et puis là, je me suis replongé dans toutes mes lectures en me disant, bah tiens, c'est quoi les profils d'inspecteurs qu'on rencontre dans la littérature? Alors, il y a bien sûr ceux que j'aime beaucoup dans les polars nordiques, soit chez Mankell, un Wallander, ou un Harry Hole chez Jonas Bo, l'auteur norvégien, qui sont souvent un petit peu alcoolos, ils ont des problèmes avec leur hiérarchie, ils ont des problèmes pour rester en couple, ils sont dépressifs, etc., etc. Ils sont souvent suspendus parce qu'ils ont fait une connerie. Et c'est des personnages que j'aime beaucoup, mais en fait, il y en a pléthore. Donc, du coup, je me dis, je n'ai pas envie de faire la même chose que les autres. Après, l'auteur que j'avais lu, dont j'ai parlé avant, Camilla Läckberg, en fait, elle, on est dans la vie de famille. Il y a le père, enfin le mari qui est un inspecteur de police, la femme est écrivaine, journaliste, et puis on les suit dans leur vie de famille avec les enfants, les couches-culottes, etc. Je ne veux pas de ça, c'est pas ma réalité non plus. Puis en fait, réfléchis pas plus loin. Prends un couple homosexuel. Ce sera plus simple parce que c'est ta propre réalité. Et surtout, je pense qu'il n'y avait pas, et encore, il n'y en a pas beaucoup, de romans policiers où les personnages principaux sont des personnages homosexuels. Donc il y avait ce côté-là. Mais je n'avais pas envie d'en faire un vrai sujet. Après, dans les livres suivants, il y a quelques thématiques qui sont un peu plus réfléchies et ciblées. Mais là, je me dis, je veux juste que ce soit comme ça. C'est juste qu'ils auraient pu être hétéros, là, ils sont homo. Donc voilà, on les suit dans leur vie, mais il n'y a rien de particulier qui est mis comme accent là-dessus. C'est juste comme ça. J'ai eu une once de réflexion, puis j'en ai parlé avec Benjamin. J'ai dit, mais comment est-ce que les lecteurs vont réagir? Parce que finalement, mon livre ne va pas se vendre parce que les personnages principaux sont homo. Alors l'idée de dire, je vais changer pour faire quelque chose d'autre, je l'ai abandonné après 1 seconde et demie. Je me dis, peu importe. D'abord, j'écris pour moi. Après, on verra si ça plaît ou si ça ne plaît pas. Et après, effectivement, l'accueil a été quand même très, très intéressant. Et je pense que tu le veuilles ou non, c'est un acte politique. Parce que tu transmets un message, hein, et en assumant déjà d'être ouvert sur ta vie, sur ton couple, sur ton orientation sexuelle, et en choisissant d'avoir ces personnages homosexuels, tu transmets un message à d'autres.
Donc c'est là que rentre, même si peut-être tu as commencé à écrire avec une envie de divertir et puis d'écrire un polar, mais c'est là où on réalise que c'est un genre littéraire qui malgré tout permet de transmettre un message éthique et ça rejoint aussi peut-être ce tableau, je l'ai appelé polar, fiction ou écriture du réel, alors peut-être un petit peu les deux. Oui, ouais. Et c'est vrai que avec le temps, par exemple dans Les Protégés de Sankinga, qui est une prise d'otage dans les mines de sel, c'est un polar que j'ai failli abandonner au moment où je commençais à l'écrire, parce que j'avais fait énormément de recherches historiques, donc voilà, tout ça c'était bon. J'avais l'idée qu'il y aurait une prise d'otage, j'avais un peu j'avais plein d'ingrédients. Mais il me manquait un ingrédient principal, enfin un ou deux ingrédients principaux, c'était qui étaient les preneurs d'otages et pourquoi, et qui prenaient en otage et pourquoi. Puis forcément j'ai eu plein d'idées, mais il n'y en a aucune qui me satisfaisait. Et puis ça fait déjà 7 mois que je travaillais là-dessus. Je me disais, mais il y a un truc qui coince, j'arrive pas à trouver. Est-ce qu'il ne faut pas que j'abandonne parce que j'ai rien qui me satisfait, puis je pars sur complètement autre chose. Et ça tombait en plein pendant l'époque où Mathias Reinhardt se battait pour faire passer la loi. Et je me suis dit, mais je tiens un truc, je vais prendre en otage un groupe d'extrême droite. Et puis ça m'a beaucoup amusé. Et puis voilà, du coup, en fait, finalement, là, la réflexion est venue à partir d'une thématique. Et puis j'ai inversé un peu les choses en faisant de ce pauvre groupe d'extrême droite des victimes dans mon polar. Un autre exemple aussi, en 2019, il y a l'éditeur jeunesse Ozu qui m'a demandé de commencer à écrire des polars jeunesse qu'on a en partie aussi coécrit avec Benjamin. Et puis très vite, l'idée est venue de dire, mais on va prendre comme personnages principaux de ces livres jeunesse le neveu et la nièce de l'inspecteur Hauer et de son compagnon Michael. Et puis du coup, ils vont enquêter avec Minus, le Saint-Bernard, qui est le Saint-Bernard de leurs deux oncles. Et en fait, dès le départ, dans ces livres jeunesse, y apparaissent aussi, du coup, en arrière-plan, les deux oncles qui ont le Saint-Bernard et puis qui prêtent toujours le Saint-Bernard à Adam et Mélissa. Mais en fait, ils apparaissent comme les deux oncles de Mélissa et Adam. Donc en fait, déjà, même dans ces livres jeunesse qui sont destinés à des enfants de 9 à 12 ans, il y a la présence de ce couple homosexuel. Et je suis énormément invité dans les écoles, et souvent, c'est des choses qui reviennent dans les discussions, dans les questions des élèves, et ça, je trouve super intéressant. Et là, je me suis permis un truc aussi dans le temps des sorcières, qui se passe au château d'Aigle. Donc il y a toute cette thématique, la chasse aux sorcières. Dans le prologue, on assiste à un procès quelqu'un qu'on condamne pour sorcellerie. Alors les enfants sont assez impactés parce qu'on apprend en cours de lecture que c'est un enfant de 10 ans et qu'il est condamné à être décapité. Ce qui est la réalité. Il y a eu des enfants dans le canton de Vaud et à Fribourg qui ont été condamnés pour sorcellerie. Alors on ne les a pas brûlés parce qu'on les considérait comme des enfants, donc on voulait leur éviter les douleurs du feu. C'est pour ça qu'on leur coupait la tête avant, c'était plus rapide, et puis après on pouvait les brûler. Mais ça existait. Et ensuite, je me suis posé la question, mais tiens, si je veux parler de ce thème de la chasse aux sorcières, finalement, dans une intrigue pour les enfants, c'est quoi la chasse aux sorcières aujourd'hui, dans le présent? Et en fait, du coup, dans ce livre, ils sont confrontés à Aigle. D'ailleurs, il y avait un vrai groupe d'extrême droite à Aigle qui est assez sympathique. Ils sont confrontés à ce groupe-là. Un groupe qui a tabassé un jeune Afghan à la gare d'Aigle, et puis il y a eu un des gamins qui était témoin, et puis du coup ils veulent s'en prendre à ce gamin, et puis du coup Adam, Mélissa et leurs copains sont confrontés à un groupe d'extrême droite, et il y a en fait toute cette thématique aussi du racisme, de l'homophobie qui transparaît en fait dans ce récit. Donc là c'est vrai qu'avec le temps, j'ai peut-être aussi choisi des histoires pour prendre, entre guillemets, à bras-le-corps certaines thématiques qui sont importantes pour moi, ou dans Fatal Abîme, le sujet, c'est la violence conjugale, par exemple. Mais voilà, ça c'est venu avec le temps, finalement, dans la réflexion. Mais est-ce qu'avec le temps, peut-être sans le vouloir ou l'avoir programmé, tu n'es pas devenu pasteur, mais peut-être c'est devenu une forme de ministère pour toi, parce que tu prêches.
Je raconte des histoires. Mais... Et que fait un pasteur le dimanche matin? Oui, c'est vrai, tu racontes des histoires aussi. Oui, oui. Oui. Je pense que ce qu'il y a de super intéressant dans la littérature ou dans le fait d'écrire des romans, alors déjà, pour moi, quand j'imagine les histoires, les personnages et que j'écris, je trouve ça absolument fascinant. Parce qu'en fait, je vais à chaque fois me mettre dans les bottes des protagonistes. C'est plus ou moins facile, hein, selon quel type de personnage c'est. Le plus marrant, c'est toujours de se mettre dans la tête des tueurs en série, etc. C'est absolument génial, c'est jouissif presque. Mais c'est quand même, du coup, un exercice intellectuel de s'intéresser à un type de personnage, essayer de comprendre. Par exemple, une fois, j'ai un personnage aveugle, j'étais rencontré quelqu'un qui est aveugle pour discuter avec lui de sa réalité, etc., pour essayer de m'imprégner. Ce ne sera jamais du 100%, mais en tout cas, c'est d'essayer de comprendre et puis de retranscrire tout ça dans les livres et ces personnages. Donc je me mets à la place d'eux. Il y a ce côté d'empathie, finalement. Même chose pour ce groupe d'extrême droite. Alors, je me suis amusé à passer en revue tous leurs écrits, toutes leurs publications sur les réseaux sociaux. Puis même, ils sont dans une séance dans la mine de sel de B avant d'être pris en otage. Puis il y a plein de dialogues sur certains sujets. Et en fait, j'ai rien inventé. J'ai juste piqué des commentaires que j'ai trouvés sur certains de leurs sites et que j'ai repris tel quel, et que j'ai arrangé sous forme d'histoire. Mais il y a des sorties qui sont assez terribles, quoi, mais que je n'ai pas inventées, par exemple. Mais si tu parles de te mettre à la place, dans la peau de tes personnages, la question qu'on t'a certainement posée plein de fois, c'est en quoi est-ce que l'inspecteur Auer est une projection de toi? Ah oui. J'imagine qu'on te la pose, cette question. Je vais répondre, je vais encore juste finir par ce côté-là, c'est que finalement, ce que moi je fais quand j'imagine mes histoires et je les écris, c'est ce que les lecteurs font quand ils lisent le livre. Ils vont aussi se mettre à la place des protagonistes. Ils vont enquêter, ils vont avoir peur avec quelqu'un, ils vont souffrir avec quelqu'un. C'est ça, si on est pris dans un livre, en fait, on va cheminer avec ces personnages, on va ressentir des émotions, se poser des questions, et c'est en ça peut-être que je trouve intéressant, c'est que dans un roman, le but, c'est pas de dire une vérité ou de balancer des convictions que j'ai, mais ce que j'essaie de faire, c'est de susciter la réflexion sur certaines questions, au travers finalement de l'histoire, de l'intrigue et des personnages. Après, oui, Andreas Auer, Andreas c'est mon deuxième prénom, Auer, j'avais rien trouvé de mieux que de prendre une partie de mon nom. Et puis au début, j'avais vraiment ce sentiment en fait que si l'inspecteur, le personnage principal, me ressemblait en partie, ça serait plus simple de le mettre en scène. Donc il fume le cigare, il boit du whisky, il a des réflexions existentielles, donc il y a pas mal de réflexions qu'il a qui sont aussi les miennes. Donc au début, il était, je pense, très proche de ce que je suis. Après, forcément, il y a des choses à inventer. Et puis, après, au fil du temps, il s'éloigne un peu plus, il a une vie à lui, à part entière, parce qu'avec l'expérience, je vois aussi que je peux m'aventurer à imaginer des personnages qui sont très éloignés de ma propre réalité. Alors qu'au début, je trouvais que c'était plus simple d'être relativement proche. Par exemple, dans Cendres ardentes, qui se passe en partie en Albanie, qui raconte l'histoire d'une famille albanaise en Suisse, je ne me serais jamais lancé là-dedans à mon deuxième polar, parce que je ne connaissais pas grand-chose à l'Albanie, à la culture albanaise, etc. Donc il y a eu tout un travail de recherche, de découverte pour pouvoir en faire une histoire. Mais voilà, ça je me permets de le faire maintenant parce que j'ai peut-être acquis un tout petit peu d'expérience. Bah écoute, ça nous amène je pense, à passer à la dernière partie de cet échange. Donc plus l'avenir, vers quoi tu vas. Et puis je te poserai cette question, est-ce que tu as encore des rêves ou des désirs inassouvis, que ce soit en tant qu'écrivain, dans ta vie personnelle ou intérieure? Alors des rêves, des envies, oui, il y en a plein. Mais on a une énorme chance avec Benjamin.
C'est qu'en général, quand on a des envies ou des rêves, on essaie de les réaliser. On a fait un tour du monde pendant plus d'1 année, on a été vivre en Suède aussi pendant 1 année. Là, on revient quasiment de 2 ans de voyage en Europe en camping-car. On est revenu en Suisse pendant l'hiver. Et puis, on a la chance d'avoir pas mal de projets, un peu littéraires aussi, en commun, de se dire, à deux, on peut vivre nos rêves. Donc, en tout cas, là, j'ai des envies, mais pas de manque. Et je pense qu'en fait, l'écriture est un des aspects qui me remplit pleinement. J'ai qu'une envie, là, je suis en train de préparer le scénario d'un prochain livre, j'ai envie de rentrer dans cette histoire. Ça m'appelle. Si j'écris pas pendant une certaine période, ça va me manquer. Et là, je crois qu'il y a quelque chose d'assez fort que j'ai découvert, effectivement. Puis je pense que ça répondait vraiment au manque dont on a parlé tout à l'heure, ce manque de dire que je crée quelque chose qui vient vraiment de moi et pour moi. Aussi pour les lecteurs, bien sûr, mais d'abord c'est pour moi, tout ce cheminement. Donc pour l'instant, je suis bien dans l'écriture, je suis bien dans ma vie de couple, très bien. On vit beaucoup de choses ensemble, on a des projets. Donc ta vie, c'est plus... Qu'est-ce qui te guide et te tient debout? C'est simplement vivre, ou bien tu vois quand même ta vie comme une quête? Oui, bien sûr, il y a beaucoup de questions qui sont là, il y a des interrogations, il y a comment est-ce qu'on se nourrit aussi. Alors c'est vrai qu'il y a peut-être un élément sur lequel on n'est pas revenu, c'est la question de l'Église. C'est vrai que pendant toute mon adolescence et pendant mes études et tout ça, j'étais très impliqué aussi dans une vie paroissiale que j'ai beaucoup aimée. Après, je m'en suis un peu éloigné, et puis aujourd'hui, j'ai moins cette envie de me réimpliquer, par exemple, dans un milieu ecclésial, pour le moment en tout cas. Ce qui ne veut pas dire que j'ai plus de foi, bien au contraire, je pense. Et puis finalement, ma spiritualité, je l'avais aussi différemment. Benjamin est quelqu'un qui n'a pas grandi dans une famille, je dirais, enracinée dans la foi chrétienne. C'est quelqu'un de très, très ouvert, de très curieux, très intéressé. On parle de plein de choses. Et puis finalement, on profite beaucoup de nos voyages où systématiquement, on va retourner dans certains lieux, à des églises, des monastères. On va assister à 2 heures du matin à des vêpres. On vit beaucoup de moments, je dirais, forts, comme ça, spirituels, mais sans vraiment, du coup, aujourd'hui, avoir ce sentiment, ce besoin de dire, de vivre cette foi dans un cadre ecclésial comme j'ai pu le vivre par avant. Ce qui ne veut pas dire que je le rejette ou quoi que ce soit, c'est juste que finalement, dans le déroulement de ma vie, les choses se sont faites de cette manière-là. Et puis, on a trouvé ce type de manière-là pour se nourrir et avancer. Et je pense que, mine de rien, quand tu parles de l'écriture, je pense que là-dedans, il y a une vraie quête aussi. Parce que finalement, je pense que si j'ai envie de m'intéresser à ces questions, c'est parce que ça m'interpelle, parce que j'ai peut-être aussi envie de chercher des réponses pour moi. J'ai un exemple qui me vient. Dans Chambre ardente, à la fin, on apprend que... Je vais dévoiler un truc. Que l'inspecteur Auer a quelques soucis de santé. Et tout de suite, mon éditeur, quand il a lu le livre, tu vas bien? Parce que finalement, on apprend qu'il a un cancer. Et puis même dans mon entourage, il y a des gens qui m'ont appelé en disant, mais justement, le lien entre le personnage et la vie réelle, etc. Rassure-moi, c'est pas toi, t'es pas malade, etc., etc. Je dis non, tout va bien, tout va bien. Et là aussi, il y avait une double idée, un côté narratif, parce que dans ce livre-là, C'est fatal abîme, j'avais envie que ce soit la collègue d'Andreas qui mène l'enquête. Donc je me dis, comment je me débarrasse d'Andreas? Il va être à l'hôpital tout le long. Donc c'était une décision narrative. Et en même temps, pour moi, je pense que c'était aussi une grosse interrogation, une grosse question en me disant, c'est quoi de vivre face à la maladie? Je me disais, voilà, je sais pas, est-ce que si ça m'arrive un jour, je réagis comment, je vis comment les choses. Du coup, j'ai été voir une chirurgienne, j'ai été voir quelqu'un qui a
eu un cancer difficile, j'ai échangé, je me suis documenté. Et puis en fait, je pense que c'était une manière pour moi aussi de peut-être réfléchir sur une peur que j'ai, quelque part au fond de moi. Donc en fait, au travers de la littérature, ça me permet d'explorer plein de thèmes et de choses comme ça. Après, la vie a fait que, finalement, il y a quelqu'un dans mon entourage qui a un cancer. Alors du coup, je me dis, mais pourquoi? Est-ce que j'ai fait ça 2 ans avant pour m'intéresser à cette question? Et finalement, voilà, j'ai eu tout ce travail en fait, préalable de réflexion pour moi. Et puis finalement, je me retrouve confronté à cette situation-là, pas directement en tant que personne, mais de quelqu'un dans mon entourage. Ouais. Donc la littérature, ça permet de travailler sur plein de questions très intéressantes. Et après, de le partager aussi, quelque part avec le lecteur, qui va aussi cheminer avec les personnages et ce qu'ils vivent dans le livre. Mais voilà, donc par rapport à ce que tu transmets aussi dans ton écriture, j'aimerais aussi te poser une question. C'est qu'ici, à l'antenne, on s'occupe donc de personnes qui sont souvent, à un certain moment de leur vie, en conflit par rapport à leur orientation sexuelle ou leur identité de genre et leur foi. Et qu'est-ce que toi, tu aimerais... qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui est tiraillé aujourd'hui entre sa foi et son identité et qui essaie de trouver sa place dans notre société? Qui est tiré entre sa foi et son identité? Oui, entre son orientation sexuelle ou son identité de genre et peut-être une foi ou certaines croyances qui l'empêchent de vivre en harmonie avec qui il ou elle est. Je crois que ce que je dirais, c'est que c'est important pour chacun de vivre le plus possible en vérité avec soi-même. J'ai eu depuis que j'ai commencé à écrire, j'ai eu pas mal de gens qui sont venus me parler, de témoignages, de gens qui ont peut-être certainement aussi été en souffrance ou qui le sont encore parce que ça fait 40 ans qu'ils cachent leur homosexualité, qu'ils ne peuvent pas vivre finalement en étant réellement eux-mêmes. Et je pense que ça va être très très dur à vivre. Moi, quelque part, je me sens chanceux d'avoir pris la décision à un moment donné, à 28 ans, de dire, écoute, il faut que tu vives qui tu es si tu veux être heureux. Tu ne peux pas vivre en étant caché. Après, en Suisse, malgré le fait qu'il y ait quand même, on lit, des agressions homophobes, etc., on a globalement, je pense, la chance, plus que dans d'autres pays, de pouvoir en parler facilement, de pouvoir le vivre tout à fait normalement. Mais malgré tout, je pense que c'est pas toujours simple, individuellement, de vivre cette phase, de l'accepter. Mais à ce moment-là, il faut essayer de trouver dans son entourage ou une antenne comme vous le faites à Genève pour pouvoir en parler avec d'autres personnes et puis trouver le moyen de cheminer pour arriver à être bien avec soi-même. Et pour en revenir à la question de la foi, tu parlais avant de comment tu vis ta foi aujourd'hui. Si l'Église protestante vient te chercher aujourd'hui et te demande d'être pasteur, tu hésites ou pas? Peut-être à 20%, comme ça j'ai 80% pour écrire. D'accord. Non, je ne sais pas. Non, mais c'est vrai que je pense que vraiment j'ai la chance d'avoir trouvé dans l'écriture quelque chose qui me comble vraiment en termes d'activité, qui me nourrit, que je trouve absolument génial. Et puis, tant que j'ai de l'inspiration, tant que j'ai envie de raconter des histoires, je vais continuer à le faire. Comme on disait, c'est peut-être continuer à raconter des histoires autrement. Alors, c'est vrai qu'il y a un côté où il y a eu plusieurs bifurcations dans ma vie, donc je ne peux pas dire que rien ne va changer dans ces prochaines années. Finalement, il y a Noël passé, Noël, il y a 2 ans, je me suis quand même retrouvé à prêcher à la cathédrale de Lausanne à la veillée de Noël avec Lynn. Ah oui? Oui. Alors, tu vois.
Et puis, pour finir cet échange, je te poserai peut-être une dernière question qui est assez profonde. Qu'est-ce que tu aimerais que tes livres continuent à dire et à transmettre, même quand tu ne seras plus là? S'il y a une chose que tu souhaiterais pouvoir transmettre. Ça, assez clairement, je pense que si on lit mes livres et plus ça avance dans les livres, je pense qu'il y a au cœur de tout ça le respect réel de tout un chacun, accepter l'autre comment il est. Ce qui moi me désole le plus, c'est de voir des extrémismes de toutes parts grandir ou exister, ou d'entendre parler d'agressions homophobes, d'agressions racistes. Si je peux juste, quelque part, laisser cette interrogation en disant chacun a sa place, chacun doit être respecté infiniment et pleinement pour ce qu'il est, c'est déjà pas mal. Merci, Marc. Et merci pour ce temps ensemble. Merci. Je vous propose maintenant qu'on passe à un temps de questions. Oui, j'ai une question par rapport, je crois que c'est protéger les syndicats. Comment avez-vous fait pour vous documenter aussi bien sur la société albanaise? Cendre ardente. Oh, Cendre ardente. J'ai fait beaucoup de recherches, de lecture, de littérature albanaise, de m'intéresser à l'histoire. J'ai rencontré des personnes d'origine albanaise en Suisse qui m'ont parlé de leur pays, de leur culture. Puis surtout, après, je suis parti 3 semaines en Albanie, où j'ai eu la chance de rencontrer un sociologue, un professeur de littérature, quelqu'un engagé dans le développement du pays, l'adjoint du maire, avec qui j'ai pu parler, ils ont pu me raconter leur pays, mais aussi après spontanément, on s'est retrouvés, il y a un moment vraiment complètement incroyable, je crois que je relate dans le livre aussi, dans les montagnes albanaises, on était en train de faire une randonnée et puis visiblement on est rentré sur le terrain d'une ferme, il y a 2-3 petites baraques, il y a 2 chiens qui arrivent en aboyant, on se dit ouf, on n'est pas les bienvenus, on retourne en arrière et puis on voit quelqu'un, un vieux bonhomme habillé avec des habits traditionnels, avec une canne, un béret sur la tête, puis il faisait comme ça avec sa canne. Alors, la première réaction, c'était il est en train de nous pourchasser pour nous dire « Qu'est-ce que vous faites chez moi ?» Et puis en fait, il voulait absolument nous rattraper. Il parlait rien d'autre qu'albanais, et il nous fait rentrer chez lui. Chez lui, c'était pas plus grand que le tapis ici. Il y avait 2 lits, le foyer avec le feu par terre. Et puis, il nous a fait asseoir sur un des lits, lui était sur l'autre lit. On a eu du raki, alors il y avait un gros bidon comme ça de raki, donc on est sorti un peu sous. Il y avait du fromage de chèvre, il y avait du raisin, ils nous ont tout amené sur la table. Puis il a commencé à jouer de la musique sur son chifteli, etc. Puis on est resté là 3 heures. On a compris un certain nombre de choses. J'ai cru comprendre qu'il chantait une chanson, qu'il avait été en prison pendant la période de la dictature, quelque chose comme ça. C'était des moments incroyables. Et en fait, c'est souvent, je dis ça exprès parce que on peut lire beaucoup de choses, mais tout d'un coup, quand il y a des vécus, ça permet d'emmagasiner quelque chose à raconter. Puis c'est vrai que pour ce livre-là, en plus, je me dis, mais il y a un truc assez dingue, je ne vais pas trop en parler maintenant, ce n'est pas le but, mais il y a ce qu'on appelle les vierges jurées en Albanie. C'est fascinant, c'est des... je vais quand même en dire un mot. C'est des femmes-hommes. On appelle ça des bournéchas, qui veut dire femmes-hommes. Et en fait, c'est des jeunes femmes qui, à un moment donné, endossent le rôle d'un homme dans la société. Il y a 2 raisons qui peuvent conduire à ça. Aujourd'hui, il n'y en a quasiment plus, parce que la société est en train de changer, donc la plupart ont une 70aine d'années maintenant. J'en ai rencontré une, c'était génial. La première, c'est que c'est une société patriarcale et patrilinéaire.
quand tout d'un coup il n'y a pas de garçon mâle, de mâle dans les enfants, une femme ne peut pas hériter, ne peut pas reprendre le domaine familial, etc. etc. Donc, du coup, une jeune fille de la famille devient homme. On lui coupe les cheveux, elle s'habille comme un homme, etc. Et puis, du coup, elle peut agir en société comme un homme. Elle participe aux réunions, elle peut boire de l'alcool, elle peut fumer, elle peut croiser les jambes, elle peut porter un fusil, etc. Bon, ça, c'est... Enfin, il y a 100 ans, en Albanie, on n'était pas encore dans une société très... comme on la connaît aujourd'hui. C'est encore très agricole, très un fonctionnement par tribu. Ça, c'est un élément intéressant. L'autre qui est encore plus intéressant, je trouve, c'est que forcément, c'est des mariages arrangés, entre tribus. Le but des mariages, c'est de faire des liens entre les tribus. Et une jeune fille, une jeune adolescente, qui veut éviter le mariage, peut dire à sa famille « je veux devenir une vierge jurée pour ne pas avoir à me marier ». Mais avec la conséquence qu'une vierge jurée ne peut pas avoir de sexualité. Parce que du coup, dans la société, ça te poserait problème. Parce que du coup, une femme, un homme, avec qui, etc. Mais du coup, il y a un renoncement, mais il y a aussi cette possibilité laissée, et c'est médiéval, hein, c'est très vieux, où tout d'un coup, on laisse quand même une jeune femme décider et dire « j'ai pas envie de devoir me marier ». Donc ça, c'est devenu un sujet intéressant. J'ai eu la chance de rencontrer Lali, qui malheureusement est décédé maintenant, qui a, pendant la période de la dictature albanaise, a dirigé une troupe de 800 femmes dans l'armée du dictateur. Et c'est assez bizarre parce que du coup, elle était nostalgique un peu de cette période de la dictature qui était terrible, une des plus terribles au monde, mais elle était un peu nostalgique parce que, contrairement à la société avant la dictature, les femmes ont été mises en avant. Ont pu se former, ont pu prendre des responsabilités, ont fait l'armée, mais en même temps, ils étaient persécutés, envoyés en prison, c'était terrible. Mais il y a eu une progression en fait, dans le rôle de la femme à ce moment-là. Puis c'est là que je me suis dit, mais en fait, ce personnage, ça va devenir un personnage dans mon livre, et puis il faut que je trouve un autre personnage en Suisse qui va pouvoir dialoguer avec cette personne. Et puis là, je suis tombé sur une sœur catholique à la Pelouse, qui a aussi choisi une sorte de renoncement. Et puis dans ce livre, on a souvent ce dialogue entre ces deux personnages. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais ça m'a fait un peu... Merci. On sent en effet dans le livre que ce n'est pas juste la documentation livresque, que c'est vécu. Vous avez été en Albanie aussi. Vous avez vécu plein de choses là-bas. Alors c'est clair qu'on ne peut pas tout vivre. Par exemple, la période de la dictature, on ne peut que la relater. Mais elle a pu m'en parler, par exemple, parce qu'elle a vécu la dictature. On a été dans les ruines d'une vieille prison, on a été voir des lieux de mémoire, etc. Et puis je pense que c'est ce contact avec quelque part le réel aussi qui permet d'alimenter tout ça. Marc, bravo pour ton parcours. Merci. Merci pour ton coming out aussi, parce que concernant ton orientation sexuelle, mais d'avoir révélé que tu aurais pu être pasteur. Bon, ça c'est pour la boutade. Mais j'avais envie de revenir sur cette période assez délicate de bascule. En fait, tu l'as raconté un peu comme certains récits bibliques. On avait les faits, mais pas forcément les émotions. Et je me suis demandé justement sur le moment, et après aussi dans ton parcours de foi, en quoi ça écorné ou modifié ton image de Dieu par rapport à justement une idée d'un accueil inconditionnel ou au contraire justement que les humains limitent et du coup par rapport aux projections, par rapport aux images qu'on peut avoir de Dieu, en quoi ça a joué un rôle et est-ce qu'il a fallu du temps pour passer par là-dessus? Alors ça n'a pas du tout changé ma vision de Dieu, aucunement. Je ne vois pas pourquoi d'ailleurs, en fait. Après, pour moi, on fait la différence entre une institution, des gens, et puis finalement la foi qui m'anime. J'ai eu la chance de faire des études de théologie, de réfléchir à plein de choses, de vivre ma foi aussi. Pour moi, même dans cette période-là, je me sentais toujours accueilli par Dieu. Ce n'est pas parce que j'avais eu quelqu'un dans une association chrétienne qui ne pouvait pas imaginer que je
m'accepter comme je suis, que j'allais remettre en question mon sentiment par rapport à Dieu ou ma vision de Dieu. En tout cas, je n'ai pas du tout vécu comme ça. Et puis même, je veux dire, dans l'institution, je n'ai pas de rancœur, parce que ce soit aux unions chrétiennes ou de l'Église, il y a plein de gens que j'ai connus qui étaient absolument géniaux. C'est juste qu'il y a eu une circonstance aussi de personnes, voilà, où ça a généré ça. Mais en tout cas, pour moi, ça n'a pas eu l'effet de dire je rejette ni finalement l'Église, ni... je souhaite de tout mon cœur que l'Église fasse son chemin. Simplement, à ce moment-là, je me dis, en tout cas pour l'instant, j'ai l'impression que moi, j'ai besoin de faire un autre chemin. J'aurais pu rester là et puis dire je veux me battre pour que les choses évoluent dans l'Église, etc. Mais sur le moment, je n'ai pas eu ce sentiment-là. J'ai eu ce sentiment, peut-être un petit pas de recul, vivre autre chose. Et puis finalement, ce vivre autre chose m'a mené sans que j'y prête attention à plein d'autres choses que j'ai vécues. Donc il n'y a jamais eu vraiment de forme de rejet par rapport à ça. Mais peut-être ce qui t'a aussi protégé, je regarde par rapport à mon propre parcours quand j'ai vécu un rejet de mon homosexualité dans l'Église, c'est qu'à ce moment, c'était aussi une Église différente, mais c'est que je n'étais pas capable de faire la différence entre Dieu et l'institution, parce qu'on me présentait l'institution comme l'Église de Dieu, finalement. Une garante de... Ouais, voilà, donc il y a eu énormément un très grand travail qui a été fait pour pouvoir dissocier les deux. Et heureusement, finalement, tu as peut-être été préservé au niveau de ta foi, parce que justement, tu as tout de suite fait cette différence entre les hommes et Dieu. Oui, ouais. Mais oui. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais commencer par remercier l'antenne, parce que en fait, je ne connaissais pas du tout avant, et c'est vraiment l'invitation de l'antenne qui m'a fait découvrir vous et votre œuvre. Et puis c'est tombé à un super moment, parce que je cherchais des idées cadeaux pour l'anniversaire de mon père, qui est fan de polar. Et ça m'a permis non seulement de lui offrir des beaux cadeaux, mais aussi de faire connecter différentes réalités. Lui, croyant, très impliqué dans son église, fan de polar, je l'ai dit. Moi, homme gay, expatrié en Suisse, alors que lui est dans le sud-ouest de la France. Donc voilà, j'avais un objet comme ça, ou des objets qui créent du lien. Donc on va voir, j'attends ses retours après ces lectures. Ça va créer du dialogue. Moi, j'avais une question peut-être un peu technique, mais je suis toujours fasciné de ces séries d'ouvrages avec des personnages récurrents, et je me demande concrètement, techniquement, comment on arrive à garder la cohérence sur un personnage. Est-ce qu'on crée des fiches ultra précises avec tous les détails? Vous avez évoqué le concert, bon ça je pense que c'est un événement suffisamment majeur, mais voilà, il y a tous les petits détails du quotidien qu'il faut garder finalement en cohérence en suivant les ouvrages. Comment ça marche? Alors c'est vrai qu'en général, dans ma manière de construire les scénarios, tout ça, je suis assez structuré, organisé. Je crois que je m'étais dit, après le deuxième livre, il faut que je me fasse un document, un tableau où je répertorie tout ce genre d'informations, de détails et tout ça. Puis finalement, je n'ai pas été beaucoup plus loin là-dedans, mais grosso modo, en fait, je veux dire, quelque part, ces personnages, ça fait 8 ans, 2015, 10 ans. Ça fait 10 ans qu'ils m'accompagnent, presque au quotidien. Donc je les connais. Ça m'arrive de temps en temps, je me dis, attends, qu'est-ce qui s'était passé à tel moment? Qu'est-ce qu'il a dit à telle personne? Donc je retourne chercher l'information. Ça m'arrive de temps en temps. Mais en fait, je crois que, notamment au niveau des personnages principaux, quelque part, ils vivent en moi. Donc je ne suis jamais très loin, je n'ai pas vraiment besoin de noter plein de choses. Maintenant, c'est vrai que, par exemple, je sais qu'il y a des auteurs qui vont réfléchir à l'avance quelle va être l'évolution de leur personnage, qu'est-ce qu'il va vivre au cours du 2e, 3e, 5e, 7e livre, etc. Moi, pas. C'est un peu livre par livre ou 2 livres par 2 livres, parce que des fois, il y a des éléments qui préparent le livre suivant, etc. Mais du coup, j'essaie aussi de me laisser peut-être cette liberté de me dire,
pour l'instant, je ne sais pas ce que je vais écrire dans 2 ans ou dans 3 ans. J'ai raconté l'histoire avant de sa maladie, etc. C'est sans doute qu'à ce moment-là, cette question me travaillait, puis je me dis, c'est le moment de l'intégrer. Alors, voilà, il ne va pas lui arriver à chaque livre... quoi que dans le livre d'après, il y aurait aussi quelque chose, mais bon, bref. Mais c'est plus d'un livre à l'autre, où je réfléchis à quelle va être l'évolution, etc. C'est pas forcément, tout n'est pas planifié. Mais voilà, je pense qu'il y a plein d'auteurs qui font de manière différente. Merci beaucoup. Moi, je reviens un petit peu en arrière par rapport à vos contacts avec la culture albanaise. J'ai moi-même la moitié de ma famille qui est de culture albanaise. D'accord, ouais. Et en fait, j'aurais bien aimé vous entendre par rapport... ils ne sont pas tous musulmans, mais quand même une très grande proportion. Et par rapport à l'homosexualité, en fait, ils ne sont pas homophobes parce que pour eux, ça n'existe pas. J'aimerais bien savoir un petit peu comment réagir par rapport à ça. Parce que parmi ma famille, pour une partie de la famille, c'est un vrai problème, dans le sens que c'est là où il y a 4 petites filles. En fait, quand il y a des manifestations gays, la Pride, etc., quand il y a le drapeau de toutes les couleurs comme ça, la maman s'est exclue qu'elle dise à ses filles qu'est-ce que c'est quand elle pose des questions. Moi, je suis assez perdue par rapport à ça. Voilà. C'est vrai que c'est assez complexe parce que alors moi je connais bien l'Albanie, enfin bien. J'ai appris à connaître un peu l'Albanie, donc pas le Kosovo, mais vraiment le pays l'Albanie. Même si la culture est assez proche, c'est quand même différent. Les Kosovars, ils ont connu la guerre, l'Albanie n'a pas connu la guerre, mais ils ont connu une dictature. Et puis, c'est une société qui est en pleine mutation. Ça fait 30 ans, un peu plus, que la dictature est terminée, mais ils sont encore dans une société en construction, en développement, etc. Et puis finalement, pendant 50 ans, il y a eu la dictature. Avant, c'était une société qui était extrêmement patriarcale, donc forcément, où l'homosexualité n'existait pas, n'était pas présent dans l'univers mental, j'imagine. Et en ayant parlé avec des jeunes Albanais qui sont nés en Suisse, c'est très différent, parce que finalement, les gens qui ont émigré juste après la fin de la dictature, au début des années 90, c'était des gens du coup aussi d'une autre génération qui sont encore très ancrés dans ces valeurs-là, alors que finalement leurs enfants, ils sont nés, ils sont suisses maintenant, et puis ils sont confrontés à notamment l'homosexualité d'une toute autre manière. De donner des conseils là, c'est très compliqué, mais je vois bien le problème. Et d'ailleurs, un des jeunes Albanais avec qui je parlais, il disait mais moi c'est pas évident avec mes parents. Alors lui il n'est pas homosexuel, mais rien que la question s'il vient avec une Suissesse à la maison, c'est déjà un problème. Alors ça c'est un des aspects. Donc là il y a vraiment encore cette culture qui est très forte. Et puis il disait même en fait souvent ce qui se passe, c'est que des gens qui émigrent, ils vont garder et s'ancrer encore beaucoup plus fortement dans la culture avec laquelle ils sont partis. Alors qu'à Tirana, c'est très ouvert. Il faut aller à Tirana, je veux dire, je pense que même l'homosexualité, dans une certaine mesure, n'est plus forcément un problème dans la jeunesse à Tirana ou dans la société de la ville. Donc ça, c'est compliqué. Par contre, sur la question religieuse, alors là aussi, c'est fascinant. Je n'ai jamais vu un pays aussi ouvert religieusement parlant. La plupart sont musulmans. Il y a des catholiques, il y a des protestants, mais en fait, la religion était interdite pendant près de 40 ans. Et du coup, quand la dictature est tombée, ça a commencé à revenir, mais la religion n'est pas l'aspect le plus important qui définit leur identité et les liens sociaux. Ce qui est le plus important, c'est ce qu'ils appellent l'albanité, c'est la culture albanaise qui les relie. Et en fait, je sais pas, le nom de la ville va me revenir, mais en fait, il y a la synagogue, l'église, la mosquée qui sont
à 2-3 pas, et ils sont très ouverts. Les mariages interreligieux, ce n'est pas un problème. L'œcuménisme, là-bas, c'est quelque chose qui est extrêmement fort, et j'ai rarement vu ça dans d'autres pays. C'est vraiment très intéressant. Donc il y a plein d'aspects comme ça où ils sont très très ouverts. Il y a un accueil qui est incroyable, l'accueil de l'autre, etc. Bon, on était avec Benjamin, on a voyagé, après on n'a pas crié sur les toits, etc. Mais jamais on a été confronté à un problème, en tout cas, peu importe où on était. Et d'ailleurs, je veux dire, les gens que je rencontrais, avec qui j'avais eu un contact et tout ça, ils savaient très bien qu'on était en couple. Après, il suffit de taper mon nom sur Internet et puis ils le savent. Mais nous, on n'a pas rencontré de problème particulier. Mais je peux imaginer que quelqu'un qui est ancré encore très fortement dans cette culture-là, ça soit pas si évident, effectivement. Est-ce qu'il y a des hommes, disons, hétéros, a priori, et qui adorent les livres policiers? Est-ce que, parce qu'ils sont tombés sur ton livre, ou il y avait quelqu'un qui l'a passé, ou leur femme, je ne sais pas, et est-ce que ça a changé quelque chose? Ou bien c'était déjà des gens qui étaient de toute façon, qui étaient tellement intéressés par l'histoire elle-même, ce qui est aussi que ça n'a pas... c'est ce que tu voulais. En fait, on ne voit pas que c'est pas... ça change rien pour eux. Comment est-ce que je peux répondre à cette question? Alors, qu'il y ait des hommes hétéros qui lisent mes livres, oui, il y en a beaucoup. Et même des fois dans des milieux où... Forcément, des fois, on a un peu des préjugés, hein, tous. Je me dis, mais tiens, lui, il lit mes livres et puis il adore mes livres. Ça semble bizarre. Mais non, mais ça ne devient pas forcément un sujet. Je n'ai pas forcément beaucoup de retours, mais visiblement, ils me lisent, ils viennent acheter mes livres, ils en parlent. J'entends des gens en parler ouvertement, Andreas, Michael, etc., mais sans en faire un sujet, sans le thématiser quelque part. Mais je veux dire, que ce soit à l'académie de police, dans l'armée, dans des milieux qui commencent à s'ouvrir un peu, ou même à la police. Hein. Il y a tout un travail qui a été fait au niveau LGBT dans les polices et tout ça, mais on voit que c'est encore un milieu qui est pas... il y a encore peut-être un petit peu de travail à faire sur ce côté-là, notamment, hein, et d'autres. Il y a eu quelques exemples dans la presse dernièrement. Je sais qu'il y a plein de gens dans la police qui me lisent aussi, et puis c'est pas un problème. Mais je ne pourrais pas te donner vraiment d'exemples plus particuliers que ça. Mais en tout cas, effectivement, toi, la question que je m'étais posée à un moment donné, avant de sortir le livre, en disant, mais comment les gens vont réagir? Est-ce qu'ils vont rejeter le livre parce qu'il y a un couple d'homosexuels? Est-ce qu'ils vont brûler le livre quand ils vont se rendre compte que Michael et Andreas s'embrassent au chapitre 3? Alors peut-être, il y en a peut-être qu'ils le font, mais qu'ils ne me le disent pas. Mais en tout cas, visiblement, au vu du nombre de livres que j'ai vendus du Dragon du Bluvran, ça n'a pas l'air de poser problème à la plupart des gens qui le lisent, en tout cas. Moi, ça amène une autre question, c'est est-ce que tu es victime d'homophobie parfois sur les réseaux sociaux ou publiquement? Non, alors je m'étais effectivement posé la question, savoir est-ce qu'il pourrait y avoir des réactions. Je me suis posé doublement la question après la sortie des Protégés de Sainte Kinga, parce que même si j'avais changé le nom du groupe d'extrême droite, je l'ai ciblé un peu fortement et de manière assez précise. Je me dis, est-ce que je vais avoir des retours? Rien du tout. La seule fois que j'ai eu une réaction de rejet, c'était en dédicace, puis c'était une dédicace où il n'y avait pas grand monde, a priori, et puis tout d'un coup, je vois quelqu'un arriver vers moi à la table, et puis moi, avec un grand sourire, j'avais déjà préparé mon stylo pour faire une dédicace, etc. Puis il arrive, il se pose devant moi, et me dit « J'ai détesté votre livre ». Et il s'est retourné, il est parti. Et j'ai jamais su pourquoi. Je pense qu'il n'a pas dû apprécier le cigare que fumait Andreas. Mais non, jamais. Alors, j'ai jamais vu
de commentaires sur les réseaux, sur mes livres, ou comme ça. Alors, peut-être que je n'ai pas tout vu, hein, mais en tout cas, qui m'ont été envoyés ou ciblés. Je reçois plein de mails aussi de lecteurs. Mais là, j'ai même jamais reçu de message direct où quelqu'un faisait part de ce genre d'avis. Ça, c'est surprenant d'ailleurs, je ne sais pas, non, mais... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a des questions peut-être sur Zoom. D'ailleurs, j'en profite parce qu'on ne l'a pas dit, mais de saluer les personnes qui se trouvent sur Zoom, qui sont avec nous ce soir aussi, mais à distance. Merci d'avoir été là et d'être là ce soir. Alors, on a une question. Quel a été l'accueil des villages dont vous parlez suite à la publication des livres Baies, Grillon? Publicité ou peur? Oh, je crois qu'à Grillon, ils étaient très très curieux. C'est un petit village, hein, il y a 1200 habitants. Je pense que la plupart du village connaissaient notre relation avec Benjamin avant que je commence à écrire. Donc ils n'ont pas découvert ça en lisant Le Dragon du Muvron. Et on a fait le lancement dans le temple de B. On était sur la scène du crime pour faire le lancement du livre. Le temple était plein à craquer, parce que forcément, bon, je connaissais déjà beaucoup de monde dans le village, puis surtout, les gens étaient aussi très impatients de découvrir qu'est-ce que j'avais pu imaginer comme histoire qui se passe à Grillon, et comment je les avais mis en scène, etc., etc. Je me souviens, il y avait le pasteur de B qui était là, parce que c'est B et Grillon ensemble, qui lit aussi des polars. Il m'a dit, je crois que je me suis trompé de vocation, parce que toi, tu arrives à remplir le temple, moi pas. Et puis finalement, l'accueil était super. Mais aussi, ce qui était marrant, c'est qu'il y a un peu c'est Benjamin qui avait un peu plus d'appréhension, parce que lui, il est originaire du village. Donc il disait, comment est-ce que les gens vont réagir? Parce que forcément, quand on met en scène un municipal, un charpentier, un agent immobilier, etc., en fait, les gens sont vite identifiables. Alors quand c'est un personnage sympathique, ça va. Quand c'est il y a une femme qui vient me voir, je connaissais un peu de vue comme ça, elle me dit, je me présente, je suis nanana, puis elle me cite le nom de la personne dans le livre. C'était la femme du fameux municipal qui n'était pas très cool. Et puis elle se marre, elle me dit, en tout cas, je vous inviterai pour boire un verre, parce que comme ça vous verrez que je suis beaucoup plus sympa dans la vraie vie. Donc voilà, les gens ont très bien fait la différence entre la fiction et la réalité. Puis surtout, en fait, moi j'étais aussi rassuré parce que quand ils m'ont fait des compliments sur la manière dont j'avais retranscrit le village, son atmosphère, etc., où les gens s'y reconnaissaient, ça j'ai trouvé sympa. Alors en fait, quand le livre est sorti, il n'y avait justement pas de pasteur à Grillon. Et puis après, juste après, il y a une femme qui est arrivée. Et puis tout de suite, les paroissiens lui disent, je crois qu'il y a un livre qu'il faut que tu lises. Il y aura bientôt peut-être ta statue sur la place du village. J'ai bien retenu... Ça marche ou pas? Oui. Oui. J'ai bien retenu le passage où vous avez expliqué que vous avez été viré de votre boulot parce que vous étiez gay et qu'on vous a empêché de prêcher à la cathédrale de Genève pour ça aussi. Quand vous avez prêché à la cathédrale de Lausanne dernièrement, est-ce que ça a fait écho à la fois où on vous a empêché de prêcher à la cathédrale de Genève? Même pas. Non. Non, non. Ça aurait pu, mais étonnamment pas. Vous n'y avez pas pensé particulièrement? Non. Non. Non, c'est vrai que pendant que vous le dites, j'aurais pu y penser, mais non, alors vraiment, non. On va prendre encore une ou deux questions. Est-ce qu'il y a encore des questions dans le public? C'est maintenant ou jamais. Peut-être que les gens ont vu qu'il y avait des bouteilles sur la table. Oui. Bon, écoutez, alors, en tout cas, je vous remercie. Et merci infiniment, Marc. Merci à toi, Adrienne.